En 1982, toute la population du foyer pour enfants Sainte-Catherine a disparu du jour au lendemain, 127 enfants et 18 membres du personnel ont disparu sans explication. Aucun corps n'a été retrouvé, aucune demande de rançon, aucun signe de lutte. Le rapport officiel affirmait qu'ils avaient été relogés pour des raisons de sécurité lors d'une fuite de gaz, mais aucune trace de leur disparition n'existait. Pendant 30 ans, le bâtiment abandonné est resté vide, fenêtres condamnées, secrets enfouis derrière des briques effondrées et le silence. Puis, en 2012, un explorateur urbain a percé un faux mur au sous-sol et découvert quelque chose qui l'a immédiatement poussé à appeler la police, une pièce secrète remplie de dispositifs de contention médicale, de dossiers psychiatriques falsifiés et de documents si glaçants qu'ils ont choqué même les enquêteurs les plus expérimentés. Le shérif adjoint Sarah Manning avait déjà bu 3 tasses de café mardi matin lorsque le jeune homme franchit les portes du commissariat. Sac à dos en bandoulière, ongles sales et une nervosité qui annonçait des ennuis. Elle leva les yeux des rapports d'incidents éparpillés sur son bureau, 2 cas de dispute conjugale et un cas d'ivresse et de désordre. Le chaos habituel des petites villes. Il ne devait pas avoir plus de 22 ans, chemise en flanelle, chaussures de randonnée, teint pâle de quelqu'un qui passe trop de temps à l'intérieur avec un ordinateur. « Puis-je vous aider ?» demanda finalement le sergent Miller, raccrochant le combiné avec plus de force que nécessaire. Le gamin s'éclaircit la gorge. « Écoute, je ne veux pas d'ennui, mais j'explorais cet endroit abandonné hier soir et j'ai trouvé quelque chose que tu dois savoir. » Les explorateurs urbains n'étaient pas rares ici. Le comté était jonché d'usines abandonnées, d'écoles fermées et de maisons vides qui attiraient des enfants avec leurs appareils photo et leur temps libre. La plupart du temps, ils étaient inoffensifs. La plupart du temps. Quel genre de choses, demanda Miller, le scepticisme déjà perceptible dans sa voix. L'enfant fouilla dans son sac à dos et en sortit une chemise en papier craft pleine de papier. J'étais à l'ancien orphelinat Sainte-Catherine. Tu sais, cet endroit, vide à jamais. Un nœud glacé se forma dans l'estomac de Sarah. Sainte-Catherine. Elle n'avait pas entendu ce nom à voix haute depuis des années. L'endroit est interdit, a déclaré Miller. Il y a des panneaux partout. Vous pourriez être accusé d'intrusion. Je sais. C'est pour ça que j'ai dit que je ne voulais pas d'ennui. Les mains du gamin tremblaient lorsqu'il ouvrit le dossier. Mais il y a une pièce cachée au sous-sol, derrière un faux mur, dit-il. Et il y a des trucs là-dedans qui, enfin, je crois qu'il s'est passé quelque chose de vraiment grave. Il étala des photos sur le comptoir, des polaroïds pris au flash montrant une pièce en béton exigu, des cadres de lit en métal avec des attaches en cuir encore attachées, des classeurs remplis de documents jaunis. Sarah se leva et se dirigea vers le comptoir, ses bottes claquant sur le linoléum. La pièce ressemblait à un cauchemar ou à un hôpital psychiatrique d'il y a 50 ans. « Où as-tu trouvé ça exactement ?» demanda-t-elle, sa voix plus ferme qu'elle ne l'était. « Le sous-sol, elle est, » répondit-il en désignant une photo. « Il y a ce mur qui semble normal, mais le mortier est différent, plus récent. J'ai fait levier avec un pied de biche et j'ai trouvé un espace derrière. » Il a montré une autre photo, des morceaux de briques et de béton éparpillés sur le sol, révélant une ouverture sombre au-delà. « Quelle est la taille de la pièce ?» insista Sarah. « Peut-être 3 mètres sur 4, dit-il. Pas immense, mais c'est bondé. » Tyler feuilleta d'autres photos, dossiers médicaux, carnets de soins, noms d'enfants. Son visage pâlit. « Des noms de quoi ?» demanda Miller. « Des enfants, » murmura Tyler. « De très jeunes enfants. » Sarah a étudié un en-tête de documents décolorés, autorisation de transfert de patients unité d'évaluation psychiatrique de Sainte-Catherine. Son sang se glaça. Sainte-Catherine avait été un orphelinat, un foyer pour enfants. Elle en avait entendu parler étant enfant. « Avez-vous pris des documents réels ?» a-t-elle demandé. Tyler hocha la tête et lui tendit 3 pages fragiles, photocopiées sur une vieille machine. La première était un formulaire d'évaluation médicale daté du 15 mars 1981. Nom du patient, Sarah Michelle Garrett, 7 ans. Diagnostic, retard de développement grave, comportements agressifs.
Recommandation, intervention psychiatrique immédiate. Note marginale, encre différente, développement normal enfant en bonne santé. Transfert pour le lit. Sarah le relut, la bouche sèche. Le deuxième document était un ordre de transfert, 23 enfants âgés de 5 à 12 ans avaient été transférés dans un établissement de soins spécialisé en février 1982, quelques mois seulement avant l'évacuation suite à une fuite de gaz. Le troisième lui fit trembler les mains. Il recensait 47 enfants, chacun marqué, transféré, ou, traité. À côté des entrées, traitées, figuraient les dates et les codes d'élimination. En bas, à la même encre que la note marginale. Que Dieu nous pardonne. Ces bébés n'ont jamais mérité ça. Miller halta derrière elle. Mon Dieu. Tyler déglutit difficilement. Il y a des cartons de dossiers, des armoires pleines. Il a sorti une dernière photo, un coin de la pièce cachée où quelqu'un avait gravé des mots dans le mur de béton. Ils nous ont dit qu'on était malade. On n'était pas malade. Aidez-nous. En dessous, des dizaines de noms étaient gravés profondément dans la pierre, les prénoms des enfants seulement, gravés comme des supplications désespérées. Sarah fixa le ciel jusqu'à ce que les noms se confondent, sa poitrine se serrant comme si des bandes lui serraient les côtes. Je sors, dit-elle avant de pouvoir s'en empêcher. Miller fronça les sourcils. Sarah, on devrait appeler la police. Sa voix résonna dans la salle. C'est arrivé dans notre comté. C'étaient nos enfants. Elle regarda Tyler. Tu vas me montrer exactement où tu as trouvé cette pièce, tout de suite. Tyler hocha vivement la tête. Ouais, d'accord. Je peux faire ça. Miller s'approcha, baissant la voix. Manning, qu'est-ce qui te prend? Je ne t'ai jamais vu réagir comme ça sur une affaire. Sarah cherchait déjà sa veste, son arme de service, ses clés. Les images de ce mur sculpté défilaient dans son esprit. Tous ces noms, tous ces enfants. Il y a quelque chose, dit-elle, et elle le pensait. Quelque chose dans ces noms gravés, ces mots désespérés d'enfants gravés dans le béton, lui serrait la poitrine d'une colère qu'elle ne parvenait pas à nommer. Allons-y, dit-elle à Tyler en se dirigeant vers la porte. Derrière elle, Miller lança quelque chose à propos du protocole et de l'autorité juridictionnelle, mais Sarah franchissait déjà les portes de la station dans la grisaille matinale d'octobre. Elle avait une pièce pleine de secrets à examiner, et pour des raisons qu'elle ne pouvait expliquer, cela lui semblait personnel d'une manière qui l'effrayait. Le trajet jusqu'à Sainte-Catherine dura 20 minutes, sur des routes de campagne sinueuses que Sarah avait empruntées d'innombrables fois sans jamais vraiment remarquer. Aujourd'hui, chaque kilomètre franchi était comme un compte à rebours vers quelque chose qu'elle n'était pas sûre d'être prête à affronter. Tyler était assis sur le siège passager de sa voiture de patrouille, triturant nerveusement le coin de son dossier photo. Il était resté silencieux depuis leur départ du poste, donnant parfois des instructions, mais le reste du temps perdu dans les pensées qui l'avaient poussé à cambrioler un bâtiment abandonné. « Tu fais ça souvent ?» demanda Sarah alors qu'il passait devant le squelette rouillé d'une vieille station-service. « Exploration urbaine », répondit Tyler en haussant les épaules. « Parfois, on se dit, je ne sais pas. Ces lieux ont une histoire, tu sais, et une fois démolie, cette histoire disparaît à jamais. » Sarah hocha la tête, même si elle n'était pas sûre d'être d'accord. Certaines histoires étaient sans doute mieux gardées. L'orphelinat apparaissait à travers la lisière des arbres comme un roman gothique, 3 étages de briques rouges aux fenêtres brisées, le lierre grimpant sur les murs comme des doigts essayant de ramener le bâtiment sous terre. Une clôture grillagée entourait la propriété, s'affaissant aux endroits où les enfants l'avaient coupée au fil des ans. Sarah se gara devant le portail et sortit, son souffle perceptible dans l'air d'octobre. L'endroit lui semblait étrange, sans rapport avec son abandon. Les barrières ont été coupées, dit Tyler en désignant une section où le grillage avait été arraché. C'est comme ça que je suis entré hier soir. Ils se faufilèrent par l'ouverture et remontèrent l'allée fissurée. Les feuilles mortes craquaient sous leurs pas, le seul bruit, hormis le bourdonnement lointain de la circulation sur la route départementale. De près, le bâtiment était encore plus imposant.
L'entrée principale était recouverte de contreplaqué gris terne, mais Tyler la guida jusqu'à une porte latérale dont les planches avaient été arrachées. « C'est comme ça que tu es entré ?» demanda Sarah. « Ouais. » La porte était déjà déverrouillée. « Je crois que d'autres personnes sont déjà venues avant moi. » L'intérieur frappa Sarah comme un coup de poing. L'odeur de moisi et de pourriture était accablante, mais en dessous, il y avait autre chose, l'odeur persistante de désinfectant institutionnel, de légumes bouillis et une tristesse indéfinissable. Tyler alluma une puissante lampe torche LED, éclairant un couloir bordé de peintures écaillées et de murs tachés d'eau. Des dessins d'enfants étaient encore accrochés à un tableau d'affichage près de ce qui avait été le bureau principal. Les couleurs s'étaient estompées, mais les innocents dessins au crayon rendaient l'abandon plus déchirant. « Les cuisines sont par là, » dit Tyler en désignant un couloir latéral. « Les réfectoires sont par là, mais l'entrée du sous-sol est par là. » Ils s'enfoncèrent dans le bâtiment, leurs pas résonnant dans les espaces vides. Le faisceau de la lampe torche de Sarah aperçut des fragments de l'ancienne vie de l'orphelinat, un fauteuil roulant abandonné dans un coin, une pile de livres moisis, une basket d'enfants sans partenaire. La porte du sous-sol était ouverte, révélant un escalier en bois qui descendait dans l'obscurité totale. « Ce n'est pas si mal, » dit Tyler, sentant son hésitation. « L'escalier est solide. C'est juste l'odeur qui vous irrite. » Il avait raison pour l'odeur. À mesure qu'il descendait, l'odeur de moisi s'intensifiait, rejointe par une forte odeur de rouille et une odeur organique que Sarah refusait d'identifier. Le sous-sol était un labyrinthe de pièces de rangement et de locaux techniques, tous reliés par d'étroits couloirs surplombés de tuyaux apparents. Tyler naviguait avec assurance, la conduisant devant des pièces remplies de meubles cassés et de cartons effondrés depuis longtemps sous leur propre poids. « Ici », dit-il en s'arrêtant devant ce qui ressemblait à un mur de béton massif. « C'est ici que je l'ai trouvé. » Sarah dirigea le faisceau de sa lampe torche sur la surface. Tyler avait raison, le mortier était différent, plus récent et légèrement différent du mur environnant. « Comment as-tu remarqué ça ?» demanda-t-elle. « Je photographiais l'agencement du sous-sol lorsque j'ai remarqué que les dimensions des pièces ne correspondaient pas. Ce couloir aurait dû être plus long compte tenu de l'emprise au sol du bâtiment. J'ai donc regardé de plus près et j'ai constaté la différence de mortier. Le trou que Tyler avait creusé mesurait environ 1 mètre carré, juste assez grand pour qu'une personne puisse s'y faufiler. Sarah s'agenouilla à côté et éclaira l'espace caché au-delà avec sa lampe. Ce qu'elle vit lui coupa le souffle. La pièce était exactement comme Tyler l'avait décrite, petite, sans fenêtre, remplie des vestiges de quelque chose qui n'aurait jamais dû exister dans un foyer pour enfants, des cadres de lit en métal avec des attaches en cuir, des classeurs et, le long d'un mur, des étagères remplies de bouteilles en verre et de matériel médical qui semblait appartenir à un laboratoire, et non à un orphelinat. « Jésus » murmura Sarah. « Je sais » répondit Tyler. « Et ce n'est même pas le pire. » Tyler se faufila le premier par l'ouverture, puis aida Sarah à passer. À l'intérieur, l'odeur était encore plus forte, de la rouille, des produits chimiques et quelque chose en dessous qui lui retournait l'estomac. Tyler a dirigé le faisceau de sa lampe de poche vers le coin le plus éloigné où le message gravé était clairement visible dans le béton. Ils nous ont dit que nous étions malades. Nous ne l'étions pas, aidez-nous. En dessous, gravés en lettres plus petites, se trouvaient les noms. Sarah en compta au moins 30 avant de devoir détourner le regard. Les classeurs sont là, dit Tyler en la conduisant vers une rangée de tiroirs métalliques cabossés. La plupart sont verrouillés, mais celui-ci était ouvert. Il sortit un épais dossier en papier craft et le tendit à Sarah. À l'intérieur se trouvaient des dizaines de dossiers médicaux, tous concernant des enfants âgés de 5 à 15 ans. Sarah les feuilleta, son horreur grandissant à chaque page. Le schéma était constant, les enfants admis à Sainte-Catherine comme orphelins étaient ensuite systématiquement reclassés comme souffrant de troubles mentaux ou de troubles du développement. Des comportements infantiles normaux pleuraient au coucher, demander à voir ses parents, faire des bêtises pendant les cours étaient considérés comme des symptômes de troubles psychiatriques graves. « Regardez là », dit Tyler en désignant un dossier portant la mention Angela Rose Whitman, 6 ans.
Le formulaire d'admission décrivait Angela comme une personne en bonne santé, équilibrée et dotée d'une intelligence supérieure à la moyenne. Mais 3 semaines plus tard, une évaluation psychiatrique indiquait qu'elle souffrait de graves troubles du comportement nécessitant une intervention immédiate et un isolement. Des notes manuscrites dans les marges donnaient une version différente, l'enfant continue de réclamer sa mère. Résiste à la sédation. Envisagez un transfert en service C. Service C, demanda Sarah. Tyler haussa les épaules. Aucune idée, mais regardez ça. Il lui tendit un autre dossier, celui d'un garçon de 8 ans nommé David Patrick Coleman. Même schéma, un enfant en bonne santé reclassé comme malade mental. Mais le dossier de David contenait un petit plus, une photo. Elle montrait une petite pièce sans fenêtre au mur de béton, un lit d'enfant avec des sangles, et, griffonné sur le mur derrière le lit, comme des éraflures d'ongles, « Maman, aide-moi ». Les mains de Sarah tremblaient lorsqu'elle ferma le dossier. Combien y a-t-il de dossiers? Je ne les ai pas tous comptés, mais des dizaines, peut-être plus. Et Sarah, la voix de Tyler s'éteignit. Quoi? Certains de ces enfants, d'après leur dossier, ont été transférés dans d'autres établissements, mais on ne sait pas où. Et certains d'entre eux, il sortit un autre dossier, plus épais celui-ci, sont déclarés décédés, mais les certificats de décès ne correspondent pas aux dossiers médicaux. Sarah ouvrit le dossier que Tyler lui tendait. À l'intérieur se trouvaient les certificats de décès de cet enfant, tous signés par le même médecin, le docteur Marcus Thornfield. Mais les causes de décès étaient vagues, insuffisance respiratoire, complications cardiaques, infection systémique. Ce qui a glacé Sarah, ce sont les notes manuscrites jointes à chaque certificat, élimination terminée. Aucune notification familiale requise. Ces enfants, dit Sarah d'une voix à peine plus forte qu'un murmure, n'étaient pas malades. Ils ont été assassinés. Tyler hocha la tête d'un air sombre. Et puis ils ont étouffé l'affaire, ont fait passer ça pour des morts naturelles ou les ont transférés dans des lieux qui n'existent pas. La radio de Sarah grésilla, les faisant sursauter toutes les deux. La voix de Miller résonna dans l'espace restreint. Manning, vous recevez? Les responsables du comté ont demandé où vous étiez. Sarah appuya sur le micro. Je fais suite au rapport de ce matin. Je serai de retour au poste dans l'heure. Bien reçu. Tout va bien dehors? Sarah parcourut la pièce secrète du regard, les entraves, les dossiers, le message désespéré gravé sur le mur, et sentit un profond changement en elle. Tout va bien, mentit-elle. Je consigne juste des preuves. Elle éteignit la radio et se tourna vers Tyler. J'ai besoin que tu me montres tout, chaque dossier, chaque document, chaque preuve dans cette pièce. Ensuite, nous découvrirons qui est responsable de tout ça. Tyler hocha la tête. Il y a plus. Beaucoup plus. Mais, Sarah, il la regarda avec une expression mi-effrayée, mi-déterminée, certains de ces dossiers mentionnent une maternité. Des bébés naissent ici, puis sont transférés ou traités. Êtes-vous sûr de vouloir tout voir? La poitrine de Sarah se serra. Une maternité dans un orphelinat. Des bébés traités comme des papiers. Montrez-moi tout, dit-elle, car quelque part dans cette pièce pleine d'horreur, elle avait le pressentiment qu'elle allait trouver des réponses à des questions qu'elle n'avait jamais imaginé devoir se poser, et peut-être enfin la vérité sur ce qui s'était réellement passé à Sainte-Catherine ces derniers jours avant la disparition de tous. Les dossiers de maternité étaient rangés dans une section séparée des classeurs, classés par année et marqués d'une bande rouge peinte sur les façades des tiroirs. Tyler dut forcer la serrure avec un tournevis qu'il avait emporté dans son sac à dos. Le métal grinça en signe de protestation avant de finalement céder. Ces tiroirs étaient verrouillés séparément, dit-il en sortant le premier dossier. Comme si quelqu'un voulait être sûr que personne ne les trouve. La lampe de poche de Sarah éclaira le contenu tandis que Tyler l'étalait sur l'un des cadres de lit en métal. Contrairement aux autres dossiers médicaux, ces dossiers étaient méticuleusement organisés, avec des photographies jointes à chaque document et des notes détaillées écrites avec la même précision. Le premier dossier fit tourner l'estomac de Sarah. Acte de naissance vivante,
15 février 1982. Patient M47. La photo montrait une femme d'une vingtaine d'années allongée sur un lit d'hôpital, épuisée mais souriante, tenant un nouveau-né dans ses bras. Dans un coin de la photo, quelqu'un avait écrit « Homme en bonne santé, 2,9 kg, développement normal ». Mais le dossier médical racontait une toute autre histoire. Le nourrisson présente des signes de retard de développement sévère. Une évaluation psychiatrique immédiate et un transfert vers un établissement de soins spécialisés sont recommandés. Au dossier était joint un certificat de décès daté du 18 février 1982, soit 3 jours après la naissance. Cause du décès, malformation cardiaque congénitale, insuffisance respiratoire. Ils disent que le bébé est mort, dit Sarah en passant son doigt sur le texte tapé. Mais regardez ça. Elle désigna une note manuscrite agrafée au dos du certificat de décès, TRF terminé. Sujet transféré à l'établissement 7. Mère informée du décès comme prévu. Tyler se pencha. Installation 7. C'est quoi, cette installation 7 ? Sarah feuilleta d'autres dossiers et retrouva le même schéma récurrent. Des femmes accouchant à Sainte-Catherine. Des bébés en bonne santé déclarés malades ou morts, puis secrètement transférés vers des lieux inconnus. Dans tous les cas, les mères étaient informées du décès de leurs enfants. Mon Dieu, murmura-t-elle en ouvrant un autre dossier. Il ne prenait pas seulement les orphelins, il volait les nouveau-nés. Les photos étaient le pire, a déclaré Tyler. Des pages et des pages de femmes tenant des bébés qu'elles ne reverraient jamais. Leurs visages étaient pleins d'amour et d'espoir, ignorant totalement que leurs enfants étaient déjà destinés à être traités. Tiens, dit Tyler en sortant un dossier plus grand marqué bilan des opérations de maternité de 1981 à 1982, celle-ci est différente. À l'intérieur se trouvait un rapport dactylographié aux professionnels et cliniques dans son langage qui décrivait ce qui ne pouvait être décrit que comme une opération systématique visant à prélever des nourrissons sur des mères célibataires. Sarah a lu à haute voix. Le groupe de sujets est principalement composé de femmes célibataires âgées de 16 à 25 ans, sans soutien familial. Les patientes sont hébergées à la maternité pendant leur grossesse et bénéficient de soins médicaux de base. À l'accouchement, les nourrissons en bonne santé sont évalués en vue d'un placement dans un établissement agréé, tandis que les mères sont informées des complications pouvant entraîner une mortalité infantile. Des établissements agréés, répéta Tyler. Il disposait de tout un réseau d'établissements où placer ses enfants. Sarah a continué à lire. La coopération du personnel médical a été exemplaire. Le docteur Thornfield continue de fournir la documentation nécessaire, tandis que l'infirmière Morrison assure le suivi maternel et l'accompagnement des personnes en deuil. La supervision administrative assurée par le directeur Walsh garantit une sécurité opérationnelle totale. Walsh, dit Sarah, le nom réveillant un souvenir. Pourquoi ça me dit quelque chose ? Elle tourna la page et trouva la réponse. En bas, une signature. Margaret Walsh, directrice des opérations, Sainte-Catherine et Home for Children. Margaret Walsh, répéta Sarah. Je connais ce nom. Elle vit toujours ici, en ville. Elle dirige la banque alimentaire de l'église méthodiste. Tyler la fixa du regard. La femme qui volait des bébés est toujours en vie, et elle dirige une banque alimentaire. Les pensées de Sarah s'emballaient. Margaret Walsh, une femme d'une 60aine d'années au visage bienveillant, organisait des collectes de fonds et était bénévole lors d'événements communautaires. Sarah lui avait probablement parlé une douzaine de fois au fil des ans, sans jamais savoir qu'elle s'adressait à quelqu'un qui avait orchestré le vol de nourrissons. Il faut continuer à chercher, dit Sarah en se forçant à se concentrer sur les dossiers. Si Walsh est toujours en vie, il y en a peut-être d'autres, des gens qui savent ce qui est arrivé à ses enfants. Ils étudièrent les dossiers méthodiquement, documentant chaque cas et photographiant les preuves les plus accablantes. L'ampleur de l'opération se précisait à chaque dossier. En 15 mois, 43 bébés étaient nés à la maternité Sainte-Catherine. Selon les registres officiels, 37 d'entre eux étaient décédés de complications diverses, mais les notes manuscrites révélaient la vérité,
37 nourrissons en bonne santé avaient été déclarés morts et transférés secrètement dans des établissements de la région. Regardez ça, dit Tyler en brandissant un dossier plus épais que les autres. Celui-ci contient de la correspondance. Le dossier contenait des lettres échangées entre Sainte-Catherine et diverses institutions, hôpitaux psychiatriques, centres de recherche et ce qui semblait être des agences d'adoption privées spécialisées dans les placements difficiles. Une lettre datée de janvier 1982 était particulièrement glaçante. Nous pouvons accueillir jusqu'à 15 sujets supplémentaires ce trimestre. Une indemnité de $5 000 par nourrisson en bonne santé reste acceptable, avec une prime pour les sujets de moins de 6 mois. Comme toujours, la suppression complète des documents est garantie. Il les vendait, dit Sarah d'une voix caverneuse. Il vendait des bébés à des institutions psychiatriques pour des expériences. Le visage de Tyler pâlit. Et les mères ne le savaient jamais. Elles pensaient que leur bébé était mort. Sarah sentit quelque chose se déchaîner dans sa poitrine ou une colère froide et vive qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. Ce n'était pas que des statistiques ou des dossiers. C'étaient de vrais enfants, de vraies mères, de vraies familles détruites par la cupidité et le pouvoir institutionnel. Sa radio grésilla de nouveau. Cette fois, c'était une voix différente. Centrale, y a-t-il une unité dans le secteur de Sainte-Catherine-Esrode? Nous avons reçu un appel concernant une activité suspecte à l'ancien orphelinat. L'appelant signale avoir vu des lampes de poche dans le bâtiment. Sarah et Tyler se regardèrent. Quelqu'un nous observe, murmura Tyler. Sarah alluma sa radio. Ici Manning. Je suis à Sainte-Catherine pour une enquête. Aucune aide nécessaire. Bien reçu, Manning. L'appelant a mentionné 2 individus avec des lampes de poche au sous-sol. Vous voulez qu'on envoie des renforts? Négatif. Je m'en occupe. Mais alors qu'elle éteignait la radio, Sarah sentit ses cheveux se dresser sur sa nuque. Quelqu'un les observait ou quelqu'un qui savait exactement où ils étaient et ce qu'ils faisaient. Nous devons sortir d'ici, dit Tyler, rassemblant déjà les dossiers. Non, la voix de Sarah était ferme. Il faut finir de documenter tout ça, mais avec précaution. Elle s'approcha du mur où étaient gravés les noms des enfants et prit des photos de chacun. En parcourant le béton avec sa lampe torche, elle remarqua quelque chose qui lui avait échappé, des rayures plus récentes, plus petites et des numéros plus précis. Quelqu'un avait gravé une série de chiffres sous les noms F747, F748, F749. Tyler, regarde ça, cria-t-elle. Il la rejoignit près du mur, étudiant les numéros. On dirait des codes de dossier au F7, établissement 7, peut-être, mais regardez le style de gravure. Ils sont différents des noms. Plus récents, comme si quelqu'un les avait ajoutés plus tard. Sarah caressa du doigt les chiffres gravés, sentant les aspérités là où quelqu'un avait patiemment travaillé pour laisser ce message. Au bas de la liste, en lettres à peine visibles, se trouvaient 2 mots, « Trouvez-nous ». Quelqu'un a survécu, murmura-t-elle. Quelqu'un qui a été emmené d'ici est revenu et a laissé ce message. Tyler photographiait les chiffres lorsqu'ils entendirent le bruit lointain d'une porte qui se fermait quelque part dans le bâtiment au-dessus d'eux. Ils se figèrent tous deux. Sarah dégaina son arme de service et fit signe à Tyler de rester derrière elle. Ils écoutèrent dans l'obscurité, tendant l'oreille au moindre bruit de mouvement des pas, lents et mesurés, traversant le rez-de-chaussée juste au-dessus d'eux. Ici le shérif adjoint Manning, cria Sarah, sa voix résonnant dans tout le bâtiment. Identifiez-vous. Les pas s'arrêtèrent. Puis ils entendirent quelque chose qui glaça le sang de Sarah, le bruit de la porte du sous-sol qui claquait, suivi du clic caractéristique d'une serrure. Merde, murmura Tyler. On est coincé. Sarah essaya sa radio, mais le signal était faible au sous-sol, des parasites emplissaient les ondes, ponctués de fragments de conversations lointaines qui n'avaient rien à voir avec leur situation. Il doit y avoir une autre issue, dit-elle, plus pour se convaincre que pour convaincre Tyler. Mais tandis qu'il fouillait le sous-sol avec une urgence renouvelée, Sarah ne parvenait pas à s'empêcher de penser que celui qui les avait enfermés savait exactement ce qu'ils avaient trouvé dans la pièce secrète et,
plus important encore, savait exactement pourquoi il fallait que cela reste enterré. Les pas au-dessus de la porte reprirent, désormais déterminés aux leçons délibérées de quelqu'un cherchant méthodiquement. Sarah et Tyler étaient accroupis dans la pièce cachée, écoutant l'intrus se déplacer de pièce en pièce au rez-de-chaussée. « Ils savent qu'on est en bas », murmura Tyler d'une voix à peine audible. Sarah hocha la tête, serrant fermement son arme. Ceux qui étaient là-haut ne cherchaient plus à se cacher. Le message était clair, tu es piégé, et je veux que tu le saches. Elle essaya à nouveau sa radio, ajustant la fréquence. Cette fois, elle parvint à joindre le central, malgré des grésillements parasites. Central, ici Manning de Sainte-Catherine. J'ai besoin de renforts immédiats. Un intrus s'est introduit dans les locaux et la sortie du sous-sol a été compromise. Bien reçu, Manning. Unité en route. Arrivée prévue dans 8 minutes. 8 minutes. Sarah observa la petite pièce, évaluant leurs options. Le trou dans le mur était leur seul moyen d'entrer ou de sortir de cet espace caché. Si quelqu'un descendait ici, il serait une cible facile. Les pas s'arrêtèrent juste au-dessus d'eux. Puis ils entendirent un nouveau bruit, du métal frottant contre le béton. Quelqu'un traînait quelque chose de lourd sur le sol. « Que font-ils » demanda Tyler. Sarah eut un pincement au cœur en réalisant, ils barricadaient l'entrée du sous-sol, empilant des meubles contre la porte. Le grincement continua pendant plusieurs minutes, accompagné de lourds bruits sourds tandis que des objets s'empilaient contre ce qui était probablement leur seule issue. Ceux qui étaient là-haut étaient méthodiques, prenant leur temps pour s'assurer que Sarah et Tyler ne partiraient pas de sitôt. Quand les bruits cessèrent enfin, le silence était pire que les pas. La radio de Sarah grésilla. « Manning, ici le sergent Miller. Nous sommes sur place, mais le bâtiment semble vide. Aucun véhicule sur le parking. Vous me recevez ?» Sarah appuya sur le micro. « Miller, on est coincé au sous-sol. Quelqu'un a barricadé la porte de l'intérieur. Ils sont peut-être encore dans le bâtiment. Bien reçu. On arrive. » Mais à mesure que les minutes passaient, Sarah commença à s'inquiéter. Le sous-sol était un labyrinthe de pièces et de couloirs. Même si des renforts parvenaient à franchir la barricade, trouver la pièce cachée serait quasiment impossible sans l'aide de Tyler. « Nous devons partir du principe que nous sommes seuls », a-t-elle dit à Tyler. « Y a-t-il un autre moyen de sortir de ce sous-sol » Tyler secoua la tête. « Je n'en ai exploré qu'une partie hier soir, mais ce bâtiment est vieux. Il y a peut-être des tunnels ou des entrées de service que je n'ai pas vues. » Ils se faufilèrent par le trou dans le mur et commencèrent à fouiller systématiquement le sous-sol. La lampe de poche de Sarah révéla un dédale de pièces de rangement, chacune remplie des détritus du fonctionnement de l'orphelinat, meubles cassés, livres moisis, cartons de documents trop abîmés pour être lus. Dans ce qui semblait être une ancienne buanderie, Tyler a trouvé quelque chose de prometteur, une lourde grille métallique encastrée dans le sol. Un égout pluvial, peut-être, suggéra-t-il en tirant sur le métal rouillé. Sarah l'aida à soulever la grille, révélant un tunnel en béton à peine assez large pour qu'une personne puisse s'y faufiler. L'air qui montait d'en bas sentait l'eau stagnante et la décomposition, mais c'était de l'air en mouvement, ce qui signifiait que le tunnel menait quelque part. « J'y vais en premier », dit Sarah en rangeant son arme et en sortant sa lampe torche. Le tunnel était un cauchemar de toiles d'araignée et d'eau stagnante, mais il était à peu près parallèle aux fondations du bâtiment. Sarah avança à quatre pattes, Tyler la suivant de près, tous deux essayant de ne pas penser à ce qui pouvait bien vivre dans les flaques d'eau stagnante qu'ils traversaient. Après ce qui leur sembla une éternité mais qui ne dura probablement que 5 minutes, Sarah aperçut de la lumière devant elle. Pas de lumière électrique, mais la lueur grise d'un jour couvert filtrant à travers une autre grille. Cette sortie les amena derrière le bâtiment, près de ce qui avait autrefois été une aire de jeu. Sarah aida Tyler à sortir du tunnel, et ils restèrent tous deux là un moment, respirant l'air frais et essayant d'essuyer le plus gros de la crasse de leurs vêtements. « Manning !» La voix du sergent Miller résonna dans tout le parc. « Où diable êtes-vous »
Sarah agita les bras jusqu'à ce qu'elle aperçoive Miller et deux autres adjoints près de l'entrée principale. Ils s'approchèrent en courant et Sarah expliqua rapidement ce qu'ils avaient découvert dans la pièce secrète. Le visage de Miller s'assombrissait à chaque détail. Vous me dites qu'il y a des preuves de maltraitance systématique d'enfants cachés dans ce sous-sol, et que quelqu'un a essayé de vous piéger là-bas? Plus que des abus, dit Sarah. Des meurtres et des vols de nouveau-nés. Cela remonte à 30 ans, a déclaré Miller. Il s'agit d'une conspiration impliquant l'administration de l'orphelinat, le personnel médical et Dieu sait qui d'autre. La personne qui nous a piégés, ajouta Tyler, savait exactement ce que nous cherchions. Ce n'était pas un hasard. Miller hocha la tête d'un air sombre. On a trouvé la barricade. Il nous a fallu 20 minutes pour la dégager. Ceux qui l'ont fait ont utilisé des meubles lourds, des bureaux, des classeurs ou des objets qui nécessiteraient plusieurs personnes pour être déplacés. Plusieurs personnes, a répété Sarah. Il ne s'agit donc pas d'une seule personne qui tente de dissimuler l'affaire. Il existe toujours un réseau. On dirait bien, dit Miller, l'air troublé. Et Sarah, il faut qu'on parle de juridiction. Des preuves de crimes aussi anciennes, aussi nombreuses, la police d'État va vouloir s'en emparer. Sarah secoua la tête. Pas encore. Donnez-moi 24 heures pour tout documenter correctement. Une fois la police d'État impliquée, ça va tourner au cirque médiatique. S'il reste des personnes impliquées dans cette affaire, elles disparaîtront dès que les médias en parleront. Miller réfléchit à cela. À quoi penses-tu? Je pense qu'on devrait aller voir Margaret Walsh. Elle a approuvé ces opérations de maternité. Si quelqu'un sait où ses enfants ont été envoyés, c'est bien elle. Vous voulez interroger une femme d'une 60aine d'années sur la base de documents que vous avez trouvés dans un bâtiment abandonné, sans l'aide de la police d'État. Je veux lui poser quelques questions avant qu'elle ait le temps de consulter un avocat ou de disparaître, dit Sarah fermement. Walsh est le fil conducteur de toute cette affaire, mais seulement si nous parvenons à la retrouver avant que la nouvelle de la découverte de la pièce secrète ne se répande. Tyler les regarda tour à tour. Et les dossiers? Toutes ces preuves. Nous sécurisons la scène et documentons tout, a déclaré Miller. Mais discrètement, pas de médias, pas de communiqués officiels jusqu'à ce que nous sachions à quoi nous avons affaire. Sarah acquiesça. Et nous découvrirons qui se trouvait dans ce bâtiment aujourd'hui. Quelqu'un qui avait accès à l'immeuble, quelqu'un qui savait que nous nous rapprochions de la vérité. Alors qu'il retournait vers les voitures de patrouille, Sarah se surprit à penser au numéro gravé sur le mur. « Trouvez-nous » avait écrit quelqu'un. L'établissement s'était toujours là, quelque part, et si la personne qui avait gravé ces numéros avait raison, certains enfants étaient peut-être encore en vie. Mais d'abord, ils doivent parler à Margaret Walsh, et Sarah avait le pressentiment que cette conversation allait tout changer. La maison de Margaret Walsh se trouvait dans une rue calme bordée d'érables, dont les feuilles d'octobre jonchaient une pelouse digne d'un magazine. Le bardage blanc en bardeaux était fraîchement repeint, les parterres de fleurs soigneusement entretenus et un panneau en bois près de la porte d'entrée indiquaient « Béni soit cette maison » en lettres joyeuses. Sarah resta assise un moment dans sa voiture de patrouille, observant la maison à travers son pare-brise. Difficile de concilier cette image de la banlieusarde avec la femme qui, 30 ans auparavant, avait systématiquement volé des bébés et falsifié des certificats de décès. « Tu es sûr de vouloir faire ça seule ?» avait demandé Miller au poste. Walsh pourrait peut-être faire appel à un avocat dès qu'elle verrait un badge. Mais Sarah avait insisté pour venir seule. Un adjoint seul posant des questions amicales était moins menaçant qu'un entretien formel au poste. Elle avait besoin que Walsh se sente suffisamment à l'aise pour baisser sa garde. Sarah remonta l'allée pavée et sonna à la porte. Un carillon résonna à l'intérieur de la maison, suivi de pas et des aboiements d'un chien. La femme qui ouvrit était exactement comme Sarah se le rappelait, cheveux argentés tirés en arrière en un chignon soigné, regard bienveillant derrière des lunettes à monture métallique, et portant un cardigan provenant probablement de la boîte à dons de l'église. Margaret Walsh ressemblait à la grand-mère préférée de tous. Adjoint Manning, dit Walsh avec un sourire chaleureux. Quelle agréable surprise.
Tout va bien? Je fais juste un suivi sur de vieux papiers, Madame Walsh. J'espérais que vous auriez quelques minutes pour discuter. Bien sûr, ma chérie. Entre, entre. Je préparais justement du thé. L'intérieur de la maison était aussi parfaitement entretenu que l'extérieur, des napperons sur les tables basses, des photos de famille sur toute la surface, le parfum persistant des bougies à la vanille et des pâtisseries fraîches. Un petit chien, une sorte de terrier croisé, aboya une fois après Sarah, puis s'installa au pied de Walsh. « Asseyez-vous » dit Walsh en désignant un canapé à fleurs. « Je vais chercher le thé. » Tandis que Walsh s'activait dans la cuisine, Sarah étudia les photos accrochées sur la cheminée. La plupart montraient Walsh lors de diverses cérémonies religieuses et événements communautaires, mais l'une d'elles retint son attention, un portrait officiel datant, semble-t-il, des années 1980, le montrant en robe blanche, debout à côté d'un homme en costume sombre. « C'est mon défunt mari, Robert, » dit Walsh en revenant avec un plateau de thé. « Il est décédé il y a 5 ans. Nous avons été mariés pendant 43 ans. Je suis désolé pour votre perte, » dit Sarah automatiquement, en acceptant une délicate tasse en porcelaine. « Madame Walsh, je voulais vous parler de votre séjour au foyer Sainte-Catherine pour enfants. » La main de Walsh s'arrêta un instant tandis qu'elle se versait du thé, mais son expression resta agréable. « Oh là là, ça me rappelle des souvenirs. J'y ai travaillé près de 15 ans. C'était une expérience tellement enrichissante d'aider ces enfants pauvres. Vous étiez directeur des opérations, c'est bien ça? Coordonnateur administratif, corrigea gentiment Walsh. Je m'occupais de la gestion quotidienne, planning, fourniture, ce genre de choses. Le docteur Thornfield était le directeur médical, et le père Mackenzie supervisait l'ensemble des opérations. Sarah sortit un petit carnet, essayant d'avoir l'air décontracté. Tu te souviens des derniers mois avant la fermeture du bâtiment? Il y a eu une sorte d'évacuation d'urgence, n'est-ce pas? Le sourire de Walsh s'estompa légèrement. Oui, une fuite de gaz. Situation catastrophique. Nous avons dû reloger tout le monde très rapidement. Où sont passés les enfants? Divers établissements à travers l'État, des familles d'accueil, d'autres orphelinats. C'était assez chaotique, comme vous pouvez l'imaginer. Sarah hocha la tête avec compassion. Je suis sûr que c'était difficile, surtout pour les plus jeunes. Les nourrissons devaient être particulièrement vulnérables. Des nourrissons? La voix de Walsh était soigneusement neutre. La maternité? Il devait y avoir des nouveau-nés au moment de l'évacuation. Walsh reposa sa tasse de thé avec un léger tintement. Oh, en 1982, nous n'avions plus de maternité depuis plusieurs années aux contraintes budgétaires, vous comprenez? Les femmes enceintes étaient orientées vers l'hôpital du comté. Sarah sentit son pouce accélérer. C'est intéressant, car j'ai consulté de vieux dossiers médicaux, et ils semblent indiquer qu'il y avait un programme de maternité actif jusqu'à la fermeture. Des dossiers médicaux? Le regard de Walsh s'éclaircit légèrement. Où as-tu trouvé de vieux dossiers médicaux, ma chère? Le bâtiment n'est pas aussi vide que tout le monde le pensait, dit Sarah prudemment. Nous avons découvert des dossiers qui avaient été oubliés. Walsh resta silencieuse un long moment, les doigts serrés autour de sa tasse de thé. Lorsqu'elle reprit la parole, sa voix avait perdu de sa chaleur. Ces dossiers auraient dû être détruits il y a des années. Le secret médical, vous comprenez? Oui, la confidentialité est importante, a convenu Sarah, surtout lorsqu'il s'agit de protéger des personnes vulnérables comme des mères à qui on a dit que leur bébé était mort alors que ce n'était pas le cas. Le changement d'attitude de Walsh était subtil mais indéniable. Ses épaules se redressèrent, son sourire se figea, et une lueur froide vacilla derrière ses lunettes. Je ne sais pas exactement ce que vous croyez avoir trouvé, monsieur le commissaire, mais je peux vous assurer que chaque décès à Sainte-Catherine a été dûment documenté et signalé aux autorités compétentes. Je suis sûr que c'était documenté, très minutieusement, a déclaré Sarah. La question est de savoir si la documentation était exacte. Walsh se leva brusquement.
Je pense que vous devriez peut-être parler à mon avocat avant de poursuivre cette conversation. Bien sûr, c'est votre droit, dit Sarah en restant assise. Mais Madame Walsh, avant que je parte. Sais-tu ce qui est arrivé au complexe 7 demanda doucement Sarah. Le visage de Walsh perdit ses couleurs. Elle resta figée un instant, la main agrippée au dossier de sa chaise. Je ne sais pas de quoi vous parlez, dit-elle d'une voix à peine murmurée. L'établissement 7, l'endroit où les bébés en bonne santé ont été envoyés, où ils sont probablement encore détenus 30 ans plus tard. Walsh perdit tout son sang-froid. Elle se rassit lourdement, les mains tremblantes, tandis qu'elle attrapait sa tasse de thé. Vous ne comprenez pas, dit-elle. Vous ne comprenez pas ce que c'était à l'époque. Des mères célibataires, des bébés dont personne ne voulait. Nous les aidions, nous donnions à ces enfants des opportunités qu'ils n'auraient jamais eues. En les volant, en annonçant à leur mère qu'ils étaient morts, en les plaçant dans des foyers capables de leur prodiguer des soins appropriés. S'exclama Walsh, son masque de grand-mère tombant enfin. Avez-vous une idée de ce qui arrive aux enfants nés de mères adolescentes sans soutien? Ils finissent de toute façon par retourner en institution. Nous avons simplement simplifié le processus. Sarah se sentait mal. Simplifier le processus. C'est ce qu'on appelle voler des bébés. Nous avons sauvé ces enfants, a déclaré Walsh avec force. Chacun d'entre eux. Ils ont été confiés à des familles capables de subvenir à leurs besoins, de les éduquer et de les aimer comme il se doit. Famille ou centre de recherche, demanda Sarah à voix basse. Parce que les dossiers que j'ai trouvés suggèrent que ces bébés ont été vendus à des institutions psychiatriques pour des programmes expérimentaux. Le visage de Walsh redevint pâle. Ce n'est pas. Certains enfants avaient besoin de soins spécialisés. Oui, mais où est l'établissement 7, Madame Walsh, insista Sarah. Je ne peux pas te le dire. Tu ne peux pas ou tu ne veux pas. Walsh se releva, les poings serrés. Cette conversation est terminée, adjoint Manning. Je veux que vous quittiez ma maison immédiatement. Sarah se leva lentement et rangea son carnet. Je reviens, Madame Walsh, avec un mandat et plein d'autres questions. Et quand je trouverai le centre 7, je découvrirai ce qui est arrivé à chaque enfant que vous avez volé. Tu fais une terrible erreur, dit Walsh en suivant Sarah jusqu'à la porte. Il vaut mieux laisser certaines choses enfouies. Pas ces choses-là, dit Sarah. Alors qu'elle retournait à sa voiture de patrouille, elle entendit la porte d'entrée de Walsh claquer derrière elle. Par la fenêtre du salon, elle vit Walsh au téléphone, parlant rapidement à quelqu'un. Sarah s'assit dans sa voiture et appela Miller. Elle est au courant pour le centre 7, dit-elle lorsqu'il répondit. Et elle a peur. Il faut agir vite. Elle est en train de téléphoner. Quelle est ta prochaine étape? Sarah regarda la maison. Walsh était toujours visible par la fenêtre, gesticulant frénétiquement. Je vais trouver le docteur Thornfield. Il a signé tous ses certificats de décès. Si Walsh ne veut pas parler, peut-être qu'il le fera. Sarah, sois prudente. Si Walsh passe des appels, cela signifie qu'il y a encore des gens qui sont au courant de ce complot, des gens qui ne veulent peut-être pas qu'il soit révélé. Je sais, dit Sarah en démarrant son moteur. Mais Miller, on est proche. Je le sens. Et quelque part, des gens enlevés bébés attendent toujours d'être retrouvés. Le docteur Marcus Thornfield vivait dans une résidence pour retraités sécurisée à 20 minutes de la ville, le genre d'endroit où les pelouses étaient toujours vertes et où les résidents conduisaient des voiturettes de golf plutôt que des voitures. Sarah a dû montrer son badge au gardien avant qu'il ne la laisse franchir le portail principal. Trouver l'adresse de Thornfield avait été facile. Miller avait effectué une recherche rapide et découvert que le médecin était toujours en vie à 83 ans, vivant en maison de retraite, mais apparemment encore alerte. Le plus difficile avait été de décider comment l'aborder. Contrairement à Walsh, Thornfield saurait exactement pourquoi un shérif adjoint venait s'enquérir de l'hôpital Sainte-Catherine. La résidence pour retraités était un ensemble de petites maisons identiques, disposées autour d'un clubhouse central et d'une piscine.
L'appartement de Thornfield se trouvait à l'arrière, avec un petit jardin qui semblait entretenu par des professionnels et un abri pour voiture abritant une vieille Buick. Sarah sonna et attendit. Au bout d'un moment, elle entendit des pas traînants et le bruit de plusieurs serrures qu'on ouvrait. L'homme qui ouvrit la porte était grand et mince, avec des cheveux blancs clairsemés et des yeux bleus intelligents derrière d'épaisses lunettes. Il portait un cardigan malgré la douceur du temps, et ses mains tremblaient légèrement, comme avec l'âge. Dr Thornfield? Sarah montra son badge. Je suis le shérif adjoint Manning. J'espérais vous parler de votre séjour au foyer pour enfants Sainte-Catherine. L'expression de Thornfield ne changea pas, mais Sarah vit une lueur dans ses yeux de la reconnaissance, peut-être, ou de la résignation. Je me demandais quand quelqu'un allait enfin venir, dit-il doucement. Entrez, s'il vous plaît. L'intérieur de la maison était dépouillé mais propre, meublé avec le mobilier pratique propre aux résidences pour personnes âgées. Des manuels médicaux s'alignaient sur les étagères et des diplômes encadrés couvraient un mur. Mais ce qui retint l'attention de Sarah, ce furent les photos posées sur la table d'appoint, des dizaines de photos montrant des enfants d'âge divers, tous souriants. Ce sont mes vrais patients, dit Thornfield en remarquant son regard. Des enfants que j'ai aidés pendant mes 40 années de pratique. Je les garde ici pour me rappeler que je n'ai pas toujours été. Il marqua une pause. Que je n'ai pas toujours été ce que je suis devenu à Sainte-Catherine. Sarah s'assit sur la chaise qu'il lui offrait, surprise par sa franchise. Dr Thornfield, je dois vous interroger sur le dossier médical de Sainte-Catherine, et plus précisément sur les certificats de décès que vous avez signés. Thornfield hocha lentement la tête. Combien d'enfants? Excusez-moi, combien de certificats de décès avez-vous trouvé? J'en ai signé tellement au cours de ces derniers mois que j'ai perdu le compte. Sarah étudia son visage, cherchant des signes de tromperie. Mais Thornfield semblait presque soulagé d'avoir cette conversation. 37 bébés, dit-elle. Tous seraient morts quelques jours après leur naissance de complications diverses. 37, répéta Thornfield. Oui, ça me semble juste. Sarah sentit sa poitrine se serrer. Tous des bébés en bonne santé, tous volés à leur mère. Vous avouez avoir falsifié des certificats de décès. J'avoue avoir été un lâche, dit Thornfield avec amertume. J'avoue avoir fermé les yeux pendant que des enfants étaient volés et vendus. J'avoue avoir fait 30 ans de cauchemars à propos de bébés que je déclarais morts et qui étaient pourtant bien vivants. Il se leva lentement et se dirigea vers la fenêtre, admirant le jardin impeccable de la résidence pour retraités. Il faut que vous compreniez, adjoint Manning, que ça n'a pas commencé comme ça. Quand j'ai pris mes fonctions à Sainte-Catherine, c'était un vrai travail médical, soigner des orphelins, aider des femmes enceintes qui n'avaient nulle part où aller. Mais petit à petit, les choses ont changé. Quel genre de changement? Thornfield se retourna pour lui faire face. La structure de financement a changé. L'État finançait davantage les enfants ayant des besoins spécifiques aux troubles psychiatriques, troubles du développement. Au début, il s'agissait simplement de diagnostics créatifs, qualifier les enfants difficiles de perturber émotionnellement pour obtenir des ressources supplémentaires. Mais la situation s'est aggravée. Margaret Walsh a établi de nouveaux contacts des personnes prêtes à payer des sommes importantes pour des types d'enfants spécifiques, des centres de recherche qui avaient besoin de sujets, des institutions privées spécialisées dans les traitements expérimentaux. Sarah sentit son estomac se retourner. Vous parlez de vendre des enfants pour les utiliser comme cobayes. J'essayais de me convaincre que nous les aidions, dit Thornfield d'une voix à peine audible. Que ces établissements offriraient des soins que les enfants ne pouvaient pas trouver ailleurs. Mais je savais, au fond de moi, ce qui se passait vraiment. Pourquoi n'avez-vous pas arrêté? S'exclama Thornfield avec un rire amer. Savez-vous ce qui arrive à un médecin qui dénonce des abus en institution, surtout lorsque cette institution a des liens avec des agences d'État et des organisations religieuses? Ma licence médicale aurait été révoquée, ma carrière aurait été terminée et les enfants auraient disparu de toute façon, car d'autres médecins étaient prêts à signer les papiers. Sarah se pencha en avant. Dr Thornfield, où est l'établissement 7?
Le visage du vieil homme pâlit. Comment connaissez-vous l'établissement 7 ? J'ai trouvé des références à ce sujet dans les dossiers, des enfants y étaient transférés. Où est-il ? Thornfield resta silencieux un long moment, ses mains tremblant plus visiblement. Ce n'est pas un lieu, dit-il finalement. C'est un programme, une initiative de recherche menée par un consortium d'établissements psychiatriques et d'entreprises médicales privées. Les enfants envoyés au centre 7 étaient répartis entre différents sites selon leur utilité. Utilité pourquoi ? Recherche psychologique, essai de médicaments, expérience de modification du comportement. La voix de Thornfield s'affaiblissait à chaque mot. Il voulait des enfants sans famille, sans personne pour poser des questions. Les orphelins et les bébés dont les mères les croyaient morts étaient des sujets parfaits. Sarah avait envie de vomir. Vous me dites que des bébés en bonne santé ont été volés à leur mère et utilisés dans des expériences médicales ? Certains l'étaient. D'autres ont été placés dans des environnements contrôlés conçus pour étudier les effets de l'isolement, de l'institutionnalisation et de la privation sensorielle. Thornfield s'assit lourdement. La recherche était financée par des agences gouvernementales intéressées par la guerre psychologique et le contrôle des comportements. Mon Dieu! Sarah se leva et se dirigea vers la fenêtre. Combien d'établissements étaient concernés ? Je ne connais pas le nombre exact, mais il était important, plusieurs États, des dizaines d'institutions. Les enfants étaient fréquemment déplacés pour les empêcher de développer des liens ou des souvenirs. Est-ce que certains d'entre eux sont encore en vie ? Thornfield hocha la tête. Certains, oui, ils seraient maintenant des adultes, la trentaine. Mais, adjoint Manning, il faut comprendre que ces gens ont été internés toute leur vie. Ils ne savent pas qui ils sont vraiment. Ils ne savent pas qu'on les a volés. Sarah se retourna vers lui. Avez-vous des archives, des noms, des lieux ? J'ai gardé des copies de tout, dit Thornfield d'une voix calme. Une assurance, en quelque sorte des preuves pour me protéger si jamais l'opération était révélée. Il se dirigea vers une étagère et en sortit ce qui ressemblait à un manuel de médecine. En l'ouvrant, Sarah vit que les pages avaient été découpées pour créer un espace de rangement. À l'intérieur se trouvait une épaisse enveloppe en papier kraft. Les dossiers de transfert, l'emplacement des installations, les coordonnées des administrateurs du programme, dit Thornfield en lui tendant l'enveloppe. Tout ce que je pouvais documenter sans éveiller les soupçons. Sarah ouvrit soigneusement l'enveloppe. À l'intérieur se trouvaient des photocopies de documents, des notes manuscrites et ce qui semblait être un organigramme détaillé montrant les liens entre Sainte-Catherine et divers centres de recherche. Dr Thornfield, dit-elle en étudiant les documents, certains de ces établissements fonctionnent encore. Certaines de ces personnes occupent encore des postes à responsabilité. Je sais. C'est pour ça que j'attends depuis 30 ans que quelqu'un vienne me poser des questions. C'est pour ça que j'ai gardé ces archives secrètes. Sarah leva les yeux vers lui. Tu attendais que quelqu'un révèle ça. J'attendais quelqu'un d'assez courageux pour s'en prendre aux responsables de ce programme, a déclaré Thornfield. Parce que l'adjointe Manning, Margaret Walsh, n'était qu'une simple cadre intermédiaire. Les véritables architectes de cette opération ont des relations qui vont bien au-delà d'un orphelinat de petite ville. La radio de Sarah grésilla. La voix de Miller résonna, tendue et pressante. Manning, on a un problème. Margaret Walsh est morte à un suicide apparent, mais quelque chose cloche. Quand pouvez-vous revenir ici ? J'y vais, répondit Sarah, l'esprit en ébullition. Elle regarda Thornfield, qui ne semblait pas surpris par la nouvelle. Ils font le ménage, dit-il doucement. Walsh en savait trop, et maintenant que tu as semé la zizanie, elle est devenue un handicap. Êtes-vous en danger ? Thornfield haussa les épaules. Je suis en danger depuis 30 ans, mais peut-être qu'il y a enfin une chance de faire quelque chose. Sarah se leva, serrant l'enveloppe contenant les documents. Dr Thornfield, j'ai besoin que vous m'accompagniez. Vous êtes le seul témoin vivant capable de témoigner de ce qui s'est passé à Sainte-Catherine. Non, dit-il fermement. Si je viens avec toi maintenant, je serai mort dans les 24 heures.
Mais, adjoint Manning, lui cria-t-il tandis qu'elle se dirigeait vers la porte, retrouvez ses enfants. Retrouvez ceux qui ont survécu. Rendez-leur leur vrai nom. Et faites très attention à qui vous faites confiance, cette opération bénéficiait de la protection des plus hautes instances du gouvernement de l'État. Certains de ces individus sont toujours au pouvoir. Sarah hocha la tête et partit. En revenant vers la ville, elle ne parvenait pas à s'empêcher de penser que la mort de Margaret Walsh n'était qu'un début, quelqu'un éliminait les témoins, et Sarah allait en devenir un elle-même. Il aurait pu être transféré à l'automne, a suggéré Burke, mais il n'a pas semblé convaincu. Sarah étudia la scène plus attentivement. Quelque chose d'autre la tracassait, au-delà de l'emplacement de l'arme. Le service AT a disparu, dit-elle. Quoi? Miller et Burke se tournèrent tous deux vers elle. Quand j'étais ici cet après-midi, expliqua Sarah, elle avait un service AT complet sur la table basse, théière, tasse, sucrier, tout le nécessaire. Il n'est plus là maintenant. Miller et Burke échangèrent des regards. Pourquoi quelqu'un nettoierait-il le service AT mais laisserait-il une scène de suicide intacte, a demandé Miller. Parce qu'il ne voulait pas que quiconque sache que Walsh avait reçu une visite après le départ de l'adjoint Manning, a expliqué Burke. Quelqu'un est venu ici, a pris le thé avec elle, puis l'a tué et a simulé un suicide. Sarah sentit un frisson lui parcourir l'échine. Quelqu'un qui connaissait suffisamment Walsh pour les inviter à prendre le thé. Burke les conduisit à la table de la cuisine. La lettre de suicide, qu'en pensez-vous? Il brandit une lettre manuscrite sur le papier à en-tête personnelle de Walsh. Je ne peux pas vivre avec ce que nous avons fait à ces enfants. La culpabilité me ronge depuis 30 ans. Je regrette ma part de responsabilité dans les terribles événements survenus à Sainte-Catherine. Que Dieu me pardonne. Sarah l'a lu 2 fois. C'est trop commode, a-t-elle dit. Il y a 3 heures, elle niait tout, s'énervait quand je la pressais au sujet des bébés disparus. Et maintenant, soudain, elle avoue dans une lettre de suicide. Et puis, ajouta Miller, regarde l'écriture. Comparez-la à celle-ci. Il sortit une liste de courses du réfrigérateur de Walsh ou une écriture similaire, mais pas identique. Les lettres de la lettre de suicide sont plus soignées, plus réfléchies, observa Sarah. Quelqu'un a copié son écriture, quelqu'un qui avait accès à des échantillons de son écriture. Burke hocha la tête d'un air sombre. Nous sommes donc en présence d'un homicide déguisé en suicide. La question est, qui voulait la mort de Margaret Walsh, et pourquoi maintenant? Sarah repensa à l'appel de Walsh juste après son départ. Elle a appelé quelqu'un en qui elle avait confiance, quelqu'un qui connaissait Sainte-Catherine. Une idée de qui? Sarah sortit l'enveloppe que Thornfield lui avait remise. Inspecteur Burke, je dois vous expliquer ce que nous avons réellement découvert. Il ne s'agit pas de vieux dossiers administratifs. Il s'agit de vols d'enfants, de meurtres et d'expérimentations médicales systématiques remontant à 30 ans. Elle étala les documents de Thornfield sur la table de la cuisine de Walsh et lui expliqua la pièce secrète de Sainte-Catherine. Le visage de Burke s'assombrissait à chaque révélation. Mon Dieu, murmura-t-il lorsque Sarah eut terminé. Vous parlez d'une conspiration impliquant des agences d'État, des institutions médicales et Dieu sait combien d'autres personnes. Et Margaret Walsh était un témoin clé, a ajouté Miller. Quelqu'un qui aurait pu identifier les personnes à la tête de cette opération. Ils l'ont donc éliminé, dit Burke. Ce qui signifie qu'ils savent que vous enquêtez, et vous met en danger, vous aussi. Le téléphone de Sarah vibra. Le SMS du numéro masqué lui glaça le sang. Arrête de creuser, ou tu finiras comme Margaret. Elle a montré le message à Miller et Burke. Cela répond à la question de savoir s'ils savent que vous enquêtez, dit Burke. L'esprit de Sarah s'emballa. Il faut qu'on retrouve le docteur Thornfield, dit-elle. S'ils ont tué Walsh pour la faire taire, c'est lui le prochain. J'y ai déjà pensé, répondit Miller. J'ai envoyé une unité à la résidence pour retraiter Sunset Manor il y a 20 minutes. La radio de Sarah grésilla à nouveau, à toutes les unités, nous avons un 1054 à Sunset Manor.
Incendie de bâtiment. C'est là que vit Thornfield. Ils traversèrent la ville en courant, gyrophares et sirènes allumées, mais Sarah savait qu'il était trop tard. À leur arrivée, les pompiers luttaient contre un incendie qui avait ravagé la majeure partie du logement de Thornfield. Le chef des pompiers les a accueillis. Ça a commencé dans la cuisine, ça s'est propagé rapidement, on dirait une fuite de gaz, mais on n'en saura rien avant l'enquête. Il y avait quelqu'un à l'intérieur, demanda Sarah. Une victime, un homme âgé, probablement asphyxié par la fumée avant de pouvoir s'échapper. Sarah ferma les yeux. 2 témoins étaient morts en 3 heures. Les responsables de Sainte-Catherine s'empressaient d'éliminer quiconque pourrait les dénoncer. Il faut que tu sois en sécurité, dit Miller à Burke. Tu es la seule personne encore au courant de ce qu'ils ont trouvé. Non, répondit Sarah fermement. Je ne me cache pas, mais il faut agir vite. Ils font le ménage, ce qui veut dire qu'ils paniquent. On fait des erreurs quand on panique. Elle sortit à nouveau les documents de Thornfield, étudiant l'organigramme près des phares clignotants du camion de pompiers. Burke, regarde ça. Thornfield a documenté tout le réseau, nom, emplacement, dossier financier. Burke se pencha. Certains de ces établissements fonctionnent encore, et je reconnais certains noms, des fonctionnaires, des administrateurs d'hôpitaux, des personnes ayant des liens politiques importants. Ce qui signifie que nous ne pouvons faire confiance à personne dans le système officiel. Pas avant que nous sachions à quel point cela va loin, a déclaré Sarah. La radio de Miller grésillait, sergent Miller, cambriolage au bureau du shérif du comté. Quelqu'un s'est introduit dans la salle d'épreuve. Le sang de Sarah se glaça. Les dossiers de Sainte-Catherine, quelqu'un essaie de voler les preuves. Allez-y, dit Burke. Je vais coordonner les opérations ici pour voir si la mort de Thornfield n'était pas accidentelle. Ils retournèrent en ville en courant. Le bureau du shérif ressemblait à une zone de guerre, la porte arrière forcée, les classeurs renversés, les papiers éparpillés comme neige. Mais le cœur de Sarah se serra devant le casier à preuves, sa lourde porte en acier était ouverte et les étagères où étaient rangés les dossiers de Sainte-Catherine étaient complètement vides. Ils ont tout pris, a déclaré Miller. Tous les documents, toutes les photos, tous les éléments de preuve que nous avons recueillis dans cette pièce secrète. Sarah s'agenouilla près d'une armoire renversée et ramassait des papiers éparpillés. Comment savait-il exactement où nous rangeaions les dossiers? Ce n'était pas du vandalisme aléatoire, il savait exactement ce qu'il cherchait et où le trouver. Un coup monté de l'intérieur, dit Burke d'un ton sombre. Quelqu'un au département leur a indiqué où étaient conservées les preuves. Sarah eut un pincement au cœur. Elle avait confié sa vie à ces gens, et quelqu'un avait trahi cette confiance pour protéger une conspiration vieille de plusieurs décennies, visant à voler et à assassiner des enfants. Ils étaient pressés, dit Miller. Il désigna une chemise en papier craft déposée près du casier à preuves. À l'intérieur se trouvait un document unique. Ordre de transfert daté du 18 février 1982, transfert du patient M47 de Sainte-Catherine au Pine Valley Research Institute. Sarah fixait le papier, les mains tremblantes. Patiente M47, c'est l'un des bébés du dossier de maternité. Né le 15 février, il serait décédé 3 jours plus tard. Pine Valley Research Institute, lut Burke par-dessus son épaule. Je ne reconnais pas ce nom. Sarah sortit les documents de Thornfield et les étala sur le bureau de Miller. Tiens, dit-elle en désignant l'organigramme. Pine Valley, c'est l'un des sites du réseau, situé à environ 2 heures au nord d'ici. Est-ce que ça fonctionne toujours, a demandé Miller. Sarah a étudié attentivement les papiers. D'après ces informations, Pine Valley a été fermé en 1995 après qu'une inspection d'État eut révélé des irrégularités dans les soins aux patients. Mais regardez cette note de Thornfield, patient transféré vers un établissement sécurisé. Opération déplacée, mais non interrompue. Burke se pencha plus près. Ils ont donc déplacé l'opération ailleurs quand Pine Valley a attiré trop d'attention. Mais le patient M47, dit Sarah d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Un bébé né en 1982 aurait 30 ans aujourd'hui.
s'il a survécu au programme de recherche, s'il est encore en vie. Sa radio crépitait. Toutes les unités ont un code 1091 à la résidence Manning. Une personne suspecte a été signalée sur la propriété. Sarah sentit son sang se glacer. C'est ma maison. Ils s'en prennent à ma famille. Non, dit Miller fermement. Tu n'y vas pas seul. C'est clairement un piège. Ma mère habite là-bas, rétorqua Sarah. Je ne la laisserai pas gérer ça. Burke se dirigeait déjà vers la porte. On va prendre 2 voitures. Miller, appelle des renforts, mais dis-leur de se poster à quelques pâtés de maison. Si on entre avec les sirènes et les gyrophares, ceux qui sont là pourraient paniquer et blesser la mère de Sarah. Le trajet jusqu'à la maison de Sarah dura 12 minutes, qui lui semblèrent des heures. Sarah habitait un petit ranch en périphérie de la ville, entouré d'arbres qui semblaient désormais des cachettes parfaites pour quiconque souhaitait tendre une embuscade. Ils se garèrent à 2 pâtés de maison et approchèrent à pied. Burke prit l'arrière de la maison tandis que Sarah et Miller s'approchaient par l'avant. La porte d'entrée était ouverte. Sarah sortit son arme et monta prudemment les marches. « Maman » cria-t-elle. « C'est Sarah. Tu vas bien ?» Pas de réponse. À l'intérieur, la maison était un miroir du bureau du shérif, meubles renversés, tiroirs arrachés, papiers éparpillés partout. Mais ce n'était pas un acte de vandalisme aléatoire. C'était une perquisition ciblée. Sarah, appela Miller depuis la cuisine. Ici. Sarah trouva Miller debout près de la table de la cuisine, où quelqu'un avait laissé une enveloppe en papier craft sur laquelle son nom était écrit en lettres capitales. À l'intérieur se trouvait une simple photo. On y voyait une femme âgée assise dans ce qui semblait être une chambre d'hôpital. Mince et frêle, avec des cheveux gris et un regard effrayé, elle tenait une pancarte sur laquelle était écrit « Arrêtez l'enquête ou elle meurt ». Les genoux de Sarah faillirent céder. « C'est ma mère. » Une note était jointe à la photo, Institut de recherche de Pine Valley, bâtiment C, salle 237. Venez seul. Apportez les documents Thornfield. Vous avez 2 heures. Burke apparut à l'arrière de la maison. Aucun signe d'effraction là-bas, mais j'ai trouvé des traces de pneus dans le jardin. Quelqu'un s'est garé derrière les arbres et s'est approché par l'arrière. Ils ont enlevé ma mère, dit Sarah d'une voix caverneuse. Ils se servent d'elle comme moyen de pression pour obtenir les papiers de Thornfield. Miller lui prit la photo des mains et l'examina. Sarah, il faut bien réfléchir. Ils ont tué 2 personnes aujourd'hui pour étouffer l'affaire. Ils ne vous laisseront pas, ni toi ni ta mère, vous en sortir. Je sais, dit Sarah, mais elle secoua la tête. Je ne peux pas la laisser là. Burke examinait la note. L'Institut de recherche de Pine Valley. D'après les documents de Thornfield, cet endroit était censé fermer il y a 17 ans. Mais ce n'est pas le cas, dit Sarah. Ils ont déplacé l'opération, probablement sous terre, et maintenant ils l'utilisent pour retenir ma mère en otage. Elle regarda les 2 hommes, l'esprit s'emballant. Je dois y aller, mais j'ai besoin de renforts et d'un moyen de documenter ce que nous trouverons là-bas. Si cette conspiration est à l'œuvre depuis 30 ans, il doit y avoir d'autres victimes détenues dans ce centre. Les enfants volés, dit Miller doucement. S'ils sont encore en vie, ils sont peut-être là. Sarah hocha la tête. Patient M47, le bébé né le 15 février 1982. S'il est encore en vie, il est détenu dans ces locaux depuis 30 ans. Il ne connaît même pas son vrai nom ni ses origines. Burke sortit son téléphone. J'appelle les autorités fédérales. L'affaire dépasse les compétences locales. Non, répondit Sarah fermement. Ils ont dit de venir seuls. S'ils voient des agents fédéraux, ils tueront ma mère et disparaîtront. Ces gens opèrent dans l'ombre depuis 30 ans. Ils savent comment disparaître. Elle prit une grande inspiration, prenant une décision qui pourrait tout lui coûter. Je vais à Pine Valley, mais je n'y vais pas à l'aveuglette. Elle se tourna vers Miller. Donne-moi 1 heure, puis appelle les contacts de Burke au FBI.
Si je ne suis pas de retour auprès de ma mère d'ici là, tu sauras qu'ils nous ont tués tous les deux. Sarah, pas de discussion, dit Burke. Ces gens volent des enfants et détruisent des familles depuis 30 ans. Ça prend fin aujourd'hui. Alors qu'elle se dirigeait vers la porte, Burke l'interpella, et si ce n'était pas seulement ta mère? Et s'il y avait d'autres personnes là-bas? D'autres victimes détenues depuis des décennies? Sarah s'arrêta sur le seuil, serrant les documents de Thornfield dans sa main. Alors je suppose que je vais bientôt découvrir ce qui est arrivé à tous ces enfants disparus de Sainte-Catherine. Elle sortit dans l'après-midi gris, sachant qu'elle risquait de tomber dans un piège mortel, mais aussi que quelque part dans ce centre, des personnes enlevées bébés attendaient que quelqu'un vienne enfin les chercher. Et peut-être allait-elle retrouver son frère. L'institut de recherche de Pine Valley se trouvait au bout d'un chemin de terre sinueux, caché derrière un mur de conifères qui le masquait de la route principale. Sarah s'attendait à quelque chose d'inquiétant, une forteresse avec des tours de garde et des barbelés. Au lieu de cela, elle découvrit ce qui ressemblait à un complexe médical abandonné, briques délavées, fenêtres brisées, et des mauvaises herbes poussant dans les fissures du parking. Mais les apparences étaient trompeuses. En approchant, Sarah remarqua des caméras de sécurité installées sur des poteaux dans toute la propriété et que plusieurs fenêtres brisées avaient été recouvertes de vitres sans teint. Le bâtiment avait beau paraître abandonné, il était pourtant très fréquenté. Elle se gara sur le parking principal et regarda sa montre, 1h43 s'étaient écoulées depuis qu'elle avait trouvé la photo de sa mère, il restait 17 minutes avant que Miller n'appelle les renforts fédéraux. Sarah avait modifié son plan. Caché dans sa veste se trouvait un petit enregistreur numérique qu'elle avait récupéré chez elle, le même type que les journalistes utilisaient pour les interviews. Si elle tombait dans un piège, elle voulait documenter tout ce qu'elle trouverait à l'intérieur. L'entrée principale était fermée à clé, mais à son approche, une porte s'ouvrit et un homme en blouse blanche en sortit. C'était un homme d'âge moyen, chauve, avec des traits doux qui le rendraient oubliable dans une foule. Adjoint Manning, dit-il d'un ton presque amical. Je suis le docteur Phillips. Nous vous attendions. Où est ma mère? Demanda Sarah. Sécurité pour le moment. Avez-vous les documents? Sarah tapota l'enveloppe sous sa veste. Je veux la voir d'abord. Le docteur Phillips hocha la tête, comme si c'était raisonnable. Bien sûr. Entrez, s'il vous plaît. L'intérieur du bâtiment ne ressemblait en rien à l'extérieur. Les couloirs étaient propres et bien éclairés, avec l'odeur antiseptique d'un établissement médical en activité. Les bottes de Sarah résonnaient sur le linoléum ciré tandis que le docteur Phillips la conduisait plus profondément dans le complexe. Vous savez, dit Phillips sur le ton de la conversation tandis qu'il marchait, votre enquête a fait grand bruit. 30 ans de travail minutieux, et vous avez réussi à la démêler en quelques jours. Un travail minutieux, répéta Sarah. C'est ça que tu appelles voler des bébés et assassiner des enfants? Phillips s'arrêta devant une porte de sécurité et glissa une carte magnétique. Nous préférons considérer cela comme une avancée de la compréhension humaine. Les recherches menées ici ont contribué à des avancées en psychologie, en neurologie et en sciences du comportement qui ont bénéficié à d'innombrables personnes. Des recherches ont été menées sur des enfants volés, répondit Sarah d'une voix froide. Des enfants qui auraient grandi dans la pauvreté, dans des foyers brisés, sans aucune chance, a déclaré Phillips en entrant dans un ascenseur. Ici, ils ont contribué à quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. L'ascenseur descendit pendant ce qui lui sembla une éternité. Il s'enfonçait profondément sous terre. Lorsque les portes s'ouvrirent enfin, Sarah se retrouva dans un couloir qui ressemblait à un croisement entre un hôpital et une prison. Des portes bordaient le couloir de part et d'autre, chacune marquée d'un simple numéro. Bâtiment C, dit Phillips. C'est ici que nous hébergeons nos sujets de longue durée. Les sujets et les enfants de Sainte-Catherine, bien sûr qui sont avec nous depuis 20 ou 30 ans. Ils ont fourni des données précieuses sur les effets des environnements contrôlés sur le développement humain. Ils s'arrêtèrent à la chambre 237. À travers une petite fenêtre de la porte, Sarah pouvait voir sa mère assise sur un lit d'hôpital, l'air effrayé mais indemne. Maintenant,
dit Philippe, les documents. Sarah hésita. Une fois les papiers de Thornfield remis, elle n'aurait plus aucun moyen de pression. Mais en regardant sa mère par la fenêtre, elle n'avait pas le choix. Elle sortit l'enveloppe et la tendit à Philippe, qui sourit et la glissa sous son bras. Excellent. Il y a autre chose que vous devriez voir avant de conclure. Il l'entraîna plus loin dans le couloir, s'arrêtant à la salle 241. Ce sujet est avec nous depuis 1982. Né à Sainte-Catherine, officiellement décédé à 3 jours, mais en réalité, c'est l'une de nos études à long terme les plus réussies. Philippe glissa sa carte magnétique et ouvrit la porte. À l'intérieur se trouvait une petite pièce stérile avec un lit d'hôpital, un bureau simple et un homme assis sur une chaise près de la fenêtre. Il semblait avoir la trentaine, avec des cheveux noirs et un regard intelligent qui lui semblait familier, ce qui serra la poitrine de Sarah. Sujet M47, dit Philippe, ou comme on l'appelle ici, Michael. Michael leva les yeux vers Sarah avec curiosité, mais sans la reconnaître. Lorsqu'il parla, sa voix était douce et hésitante, comme quelqu'un qui n'a pas l'habitude des conversations. « Bonjour, dit-il. Vous êtes nouveau médecin. » Sarah eut l'impression de recevoir un coup de poing dans le ventre. Cet homme, pensa Sarah, c'était le patient M47. Le bébé né le 15 février 1982, celui dont la mère avait appris le décès. Le bébé qui, selon les calculs de Sarah, était né la nuit même où sa mère avait accouché prématurément à Sainte-Catherine. Michael, demanda Sarah prudemment, sais-tu quel est ton nom de famille? Michael parut perplexe. Je n'ai pas de nom de famille, juste Michael. Sais-tu d'où tu venais avant d'être ici? J'ai toujours été là, dit Michael d'un ton neutre. Les médecins s'occupent de moi. Parfois, ils me posent des questions ou me font passer des examens, mais j'ai toujours été là. Sarah regarda Philippe, qui observait l'interaction avec un intérêt scientifique. 30 ans, murmura-t-elle. Tu l'as gardé enfermé pendant 30 ans. Il a été bien soigné, a déclaré Philippe. Il a été nourri, logé et a reçu une éducation de base. Il a contribué à des dizaines d'études sur l'institutionnalisation, le développement social et l'adaptation psychologique. Il a été emprisonné toute sa vie. Il a été protégé d'un monde qu'il n'était pas préparé à affronter, corrigea Philippe. Michael n'a aucune idée de la vie en dehors de ce centre, aucune aptitude sociale, aucune connaissance pratique. Le libérer serait cruel. Sarah se tourna vers Michael, qui observait leur conversation avec l'intérêt détaché de quelqu'un observant quelque chose qui ne le concernait pas. Michael, dit-elle doucement, aimerais-tu voir ce qu'il y a à l'extérieur de cette pièce? À l'extérieur de ce bâtiment? Les yeux de Michael s'écarquillèrent légèrement. Dehors, il n'y a rien. Les médecins m'ont dit qu'il y avait tout un monde dehors, les arbres, le ciel et d'autres personnes, des gens qui vivent dans des maisons et ont des familles. Pour la première fois, quelque chose a brillé dans les yeux de Michael, de la curiosité, peut-être de l'espoir. Philippe s'avança. Ça suffit, adjoint Manning. Michael, veuillez retourner à vos occupations. Mais Michael ne bougea pas. Il fixa Sarah avec une intensité qui lui coupa le souffle. Tu me sembles familier, dit-il lentement. Comme quelqu'un dont j'ai rêvé. Sarah sentit des larmes lui brûler les yeux. Michael, et si je te disais que tu as une mère? Une vraie mère qui t'a cherché toute ta vie. Le sujet M47 n'a pas de famille, dit Philippe sèchement. Sa mère est morte peu après l'accouchement. C'était un enfant non désiré dont la mère est toujours en vie, interrompit Sarah. Et elle n'a jamais cessé de croire qu'il était vivant, elle aussi. Michael se leva lentement, ses yeux ne quittant jamais le visage de Sarah. Es-tu ma mère? Le cœur de Sarah se brisa. Non, Michael, mais je crois que je suis peut-être ta sœur. Les mots restèrent suspendus dans l'air comme une chose physique. Le visage de Philippe devint blanc et Sarah réalisa qu'elle venait de révéler quelque chose qu'il ne savait pas. Impossible, souffla Philippe. Les archives montrent clairement. Les dossiers ont été falsifiés,
a déclaré Sarah. Michael, notre mère a commencé à accoucher à Sainte-Catherine le 15 février 1982. On lui a annoncé que son bébé était mort. Mais il n'est pas mort. Tu n'es pas mort. Michael la fixa avec une expression qu'elle ne parvenait pas à déchiffrer. Puis, à voix basse, il dit, « Je me suis toujours demandé pourquoi je me souvenais avoir chanté. Une femme chantait pour moi. Les médecins disaient que c'était impossible, mais je m'en souvenais. » La voix de Sarah se brisa. Notre mère chantait des berceuses. C'est alors que Philippe s'était lancé vers ce qui ressemblait à un bouton d'appel accroché au mur. Mais Michael a été plus rapide que prévu. 30 ans de vie en institution lui avaient donné des réflexes rapides. Il a saisi le poignet de Philippe, l'empêchant d'atteindre l'alarme. Plus de tests, dit Michael d'une voix plus forte que Sarah ne l'avait entendu. Plus de questions. Je veux voir dehors. À ce moment-là, Sarah savait qu'ils avaient une chance non seulement de s'échapper, mais de sauver tous les autres sujets emprisonnés dans cette installation souterraine. Michael, demanda-t-elle, y en a-t-il d'autres comme toi ici? D'autres qui sont ici depuis longtemps? Il hocha la tête. Beaucoup d'autres. Certains sont ici depuis plus longtemps que moi. D'autres sont arrivés tout petits. L'enregistreur de Sarah fonctionnait toujours dans la poche de sa veste, enregistrant tout. Combien? 26 personnes dans ce bâtiment, dit Michael sans hésiter. Je les compte pendant les exercices. 26 personnes, 26 enfants volés, transformés en sujets de recherche, isolés du monde depuis des décennies. Sarah regarda Philippe, qui était maintenant adossé au mur, le visage pâle de peur. « Tu vas nous aider à les faire sortir, » lui dit-elle. « Tous. Ou je vais m'assurer que le monde entier sache ce que tu fais ici. » Tandis qu'elle parlait, elle entendit de lourdes bottes s'avancer rapidement dans le couloir. Les agents de sécurité arrivaient, et Sarah comprit que pénétrer dans Pine Valley avait été facile, en sortir vivante serait bien plus difficile. Les pas dans le couloir se rapprochaient, mais Michael avançait avec une détermination surprenante. Il colla son oreille contre la porte et écouta un instant, puis se tourna vers Sarah. « 6 gardes, murmura-t-il. Ils en envoient toujours 6 en cas de problème. Mais je connais une autre solution. » Philippe a commencé à protester, mais Michael l'a attrapé par la blouse de laboratoire et l'a poussé dans un coin. « Tu te tais, ou je leur parle des dossiers confidentiels que tu gardes dans ton bureau. » Sarah fixa son frère car elle était désormais certaine qu'il était bien lui avec un respect nouveau. 30 ans de captivité ne l'avaient pas brisé. Il lui avait appris à observer, à écouter, à survivre. « Quel fichier confidentiel ?» demanda-t-elle à Philippe. Michael répondit avant que Philippe puisse parler. « Des dossiers sur ceux qui sont morts, les sujets qui n'ont pas survécu aux expériences. Ils gardent des photos. » Le visage de Philippe devint gris. « Michael, tu ne comprends pas ce que tu dis. »« Je comprends parfaitement, » dit Michael d'une voix glaciale. « J'observe et j'écoute depuis 30 ans. Je suis au courant des échecs. Je suis au courant des tombes derrière le bâtiment A. Je suis au courant des nouveaux enfants qui arrivent et disparaissent au bout de quelques mois. » Sarah se sentit nauséeuse. L'ampleur de cette opération était encore pire qu'elle ne l'avait imaginé. « Combien d'enfants sont morts ici ? » 43 à ma connaissance, répondit Michael d'un ton neutre. Certains proviennent des expériences, d'autres de ce qu'on appelle l'élimination lorsque les sujets deviennent récalcitrants. Les pas s'arrêtèrent devant la porte. Sarah entendit le bip d'une carte magnétique. « Bougez », dit Michael en les conduisant vers ce qui ressemblait à un mur solide. Mais lorsqu'il appuya sur un panneau spécifique, une section pivota vers l'intérieur, révélant un étroit couloir de maintenance, des tunnels de service. Je les cartographie depuis des années. Ils se faufilèrent par l'ouverture juste au moment où la porte de la chambre de Michael s'ouvrit brusquement. Sarah entendit les gardes crier, exigeant de savoir où étaient passés les sujets. Le tunnel de maintenance était exigu et sombre, éclairé seulement par de petits éclairages de secours tous les quelques mètres.
Michael s'y avança comme s'il l'avait déjà fait des centaines de fois. Où cela mène-t-il, murmura Sarah. Sous-sol du bâtiment C. Accès au parking. Mais d'abord, Michael s'arrêta à un carrefour du réseau de tunnels. D'abord, on s'occupe des autres. Michael, on ne peut pas sauver tout le monde maintenant. Il faut sortir et ramener de l'aide. Non. Sa voix était ferme. Si on les laisse, ils seront déplacés ou tués avant l'arrivée des secours. J'ai déjà vu ça. Quand les inspecteurs sont arrivés en 1995, 12 sujets ont disparu du jour au lendemain. Sarah comprit qu'il avait raison. Dès que cette installation serait compromise, les preuves seraient détruites, y compris les preuves humaines. Comment pouvons-nous les atteindre? Michael désigna un autre couloir. La plupart d'entre eux sont dans la salle commune. C'est l'heure du dîner. Si on peut les atteindre sans déclencher les alarmes principales. Ils avancèrent dans le réseau de tunnels, Philippe trébuchant derrière eux. Sarah laissait son enregistreur allumé, enregistrant tout ce que Michael lui disait sur l'agencement du complexe, les routines quotidiennes et les expériences menées sur lui et les autres. Ils ont étudié les effets de l'isolement, expliqua Michael, tandis qu'ils se faufilaient dans une section particulièrement étroite. Certains sujets étaient maintenus à l'isolement pendant des mois. Ils ont étudié les effets de la privation sensorielle, des interruptions de sommeil, des carences nutritionnelles et des tests de dépistage de drogue. Des médicaments psychiatriques, des composés expérimentaux, ajouta Philippe à contre-cœur. Sarah se tourna vers lui. Tu donnes des informations maintenant parce que lorsque cela sera connu et cela va bientôt se savoir, je veux que ce soit consigné que j'ai tenté d'empêcher certaines des expériences les plus extrêmes. J'ai documenté mes objections. Vous avez documenté vos objections pendant que des enfants étaient torturés et assassinés, dit Sarah d'une voix d'un calme mortel. Philippe se tut. Ils sortirent du tunnel et débouchèrent sur ce qui semblait être une cuisine. À travers une double porte, Sarah entendit des voix ou plusieurs personnes discutant à voix basse. Michael jeta un coup d'œil par la fenêtre. 23 d'entre eux sont là-dedans. Les 3 autres sont dans l'aile médicale. Qu'y a-t-il dans l'aile médicale? Le visage de Michael s'assombrit. Des sujets qu'on prépare pour l'élimination. Ils sont très malades. Sarah sentit la rage monter en elle. Ce n'étaient ni des sujets, ni des patients, ni des participants à la recherche. C'étaient des êtres humains ou des enfants devenus adultes en prison, qui n'avaient jamais connu la liberté, qui ignoraient même leur vrai nom. Michael, murmura Sarah, quand on y entrera, que dois-je savoir sur les autres? Te feront-ils confiance? Certains le feront. D'autres sont ici depuis plus longtemps. Ils ont peur du changement, peur des sanctions. Mais si je leur dis que c'est sûr? La radio de Sarah grésilla. La voix de Miller résonna dans un murmure rauque. Sarah, si tu entends, des agents fédéraux encerclent le bâtiment, mais on leur dit d'attendre. Une personne en position d'autorité bloque l'opération. Philippe sourit d'un air sombre. Je t'avais dit que cette opération bénéficiait d'une protection de haut niveau. Sarah alluma doucement sa radio. Miller, je suis à l'intérieur avec environ 26 victimes des prisonniers de longue durée. J'ai besoin que tu documentes tout ce que je vais transmettre. Elle sortit son téléphone et commença à prendre des photos de l'agencement des locaux, de Philippe, du réseau de tunnels. Puis elle ouvrit les portes de l'espace commun. Ce qu'elle vit là entra toute sa vie. 23 adultes, âgés de 20 à 40 ans, étaient assis à des tables métalliques et mangeaient sur des plateaux en plastique. Tous portaient des uniformes gris identiques. La plupart avaient le visage pâle et vide de ceux qui n'avaient jamais vu la lumière du soleil. Quelques-uns se balançaient d'avant en arrière ou faisaient des gestes répétitifs des mains. Lorsque Sarah et Michael sont entrés, la pièce est devenue complètement silencieuse. Tout va bien, dit doucement Michael. Voici Sarah. Elle est là pour nous aider. Une femme qui semblait avoir la trentaine leva les yeux, un regard à la fois intelligent et profondément brisé. Nous aider quoi? Aidez-nous à partir, dit Michael.
Aidez-nous à sortir. La réaction fut immédiate et déchirante. Certains se mirent à pleurer, d'autres se recroquevillèrent, comme s'ils s'attendaient à une punition. Quelques-uns se levèrent et s'avancèrent vers Michael, le visage empreint d'un espoir désespéré. « Dehors, ce n'est pas réel », dit un homme qui semblait avoir à peu près l'âge de Sarah. « Les médecins nous ont montré des photos. C'est trop dangereux. »« L'extérieur est réel », dit Sarah doucement. « Et ce n'est pas dangereux. Il y a des gens dehors qui te recherchent, des gens qui n'ont jamais cessé de croire que tu étais en vie. » Elle sortit son téléphone et leur montra la photo qu'elle avait prise du ciel et des arbres du parking. « Voilà ce qui nous attend en ce moment, le soleil, les arbres, l'air frais. Plus de larmes, plus de confusion, mais aussi autre chose, la curiosité. »« Je m'appelle sujet F23, dit la femme qui avait parlé la première. « Je suis née ici. » Le cœur de Sarah se brisa à nouveau. « Et si je te disais que tu n'es pas née ici ? Et si tu avais un vrai nom et une vraie famille ?» Philippe prit la parole derrière eux. « Ne leur donnez pas de faux espoirs. La plupart d'entre eux sont ici depuis si longtemps que même s'ils avaient une famille, ils sont morts maintenant. » Michael se tourna vers lui avec fureur. « Comme si ma mère était morte ? Comme si la mère de Sarah était morte ?» C'est alors que Sarah entendit le bruit des hélicoptères au-dessus de sa tête et des sirènes qui approchaient de toutes parts. Sa radio grésilla. « Sarah, les fédéraux arrivent. Quelqu'un a annulé l'ordre d'attendre. Il te reste peut-être 2 minutes avant que cet endroit ne soit envahi. » Sarah regarda autour d'elle dans la salle 23 personnes qui avaient vécu toute leur vie en captivité, qui ne connaissaient pas leur propre nom, qui avaient été systématiquement maltraitées et soumises à des expériences pendant des décennies. « Écoutez-moi, dit-elle en élevant la voix pour que tout le monde l'entende. Dans 1 minute environ, ce bâtiment sera rempli de policiers et d'agents fédéraux. Ils sont là pour vous aider, pas pour vous faire du mal. Certains d'entre vous auront peur, et ce n'est pas grave. Mais je veux que vous vous souveniez que vous avez des noms, de vrais noms et des familles qui n'ont jamais cessé de vous chercher. » Elle se tourna vers Michael. « Es-tu prêt à rencontrer notre mère ?» Michael hocha la tête, les larmes aux yeux. « Je suis prêt depuis 30 ans. » Le bruit des bottes résonnant dans les couloirs se faisait de plus en plus fort. Des portes s'ouvraient à coups de pied dans tout l'établissement. Agents fédéraux, ce bâtiment est sécurisé. Sarah brandit son badge tandis que des agents armés affluaient dans la zone commune. Shérif adjoint Manning, ce sont des victimes, pas des suspects. Ce qui a suivi a été le chaos, 23 personnes qui n'avaient jamais vu les forces de l'ordre réagir avec terreur, des agents essayant de sécuriser l'établissement tout en soignant des victimes traumatisées, des ambulanciers appelés pour évaluer des personnes qui avaient été soumises à des décennies d'expérimentation médicale. Mais au milieu de tout cela, Sarah s'est retrouvée assise à côté de Michael tandis qu'il lui tenait la main et lui posait la question à laquelle elle attendait une réponse depuis 30 ans. « Comment s'appelle notre mère ?»« Linda, » dit Sarah. « Elle s'appelle Linda Manning, et elle attend avec impatience de pouvoir te chanter à nouveau des berceuses. » 6 mois plus tard, Sarah se tenait au tribunal pendant que les verdicts finaux étaient lus. Le docteur Phillips, prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. 3 administrateurs de l'établissement de 25 ans à perpétuité. Un fonctionnaire de l'État qui avait protégé l'opération aux 15 ans. Margaret Walsh et le docteur Thornfield ont été nommés à titre posthume comme principaux conspirateurs, mais leurs morts ont été considérées comme des homicides tués par d'autres membres de la conspiration pour les empêcher de témoigner. Sur les 26 personnes secourues à Pine Valley, 18 avaient retrouvé avec succès des membres de leur famille qui n'avaient jamais cessé de les rechercher. Les 8 autres travaillaient avec des thérapeutes et des travailleurs sociaux pour se construire une nouvelle vie, libre pour la première fois depuis des décennies. Et Michael, de son vrai nom David Michael Manning, vivait désormais avec Sarah et leur mère, découvrant peu à peu ce que signifiait faire partie d'une famille. Il faisait encore des cauchemars, sursautait quand les médecins entraient dans la pièce, se réveillait parfois confus. Mais il riait aussi, chantait en écoutant la radio, passait des heures dans le jardin à s'émerveiller de la façon dont les choses poussaient. Chaque matin, il posait la même question à Sarah,
Que allons-nous faire aujourd'hui? Pendant 30 ans, cette question avait trouvé réponse grâce à ceux qui le considéraient comme un sujet de recherche. Maintenant, il pouvait enfin y répondre lui-même. La conspiration qui avait fonctionné pendant des décennies était déjouée. Les enfants enlevés rentraient chez eux. Et Sarah Manning avait appris que parfois, les enquêtes les plus importantes ne consistaient pas à résoudre des crimes, mais à réunir des familles.